Bienvenue sur Lex Radio, la radio juridique qui permet de traiter de l'actu autrement. Le récent congrès du réseau Alta Juris, qui s'est déroulé cette année à Vienne, avait pour thématique principale l'importance de l'adaptation des professions juridiques aux évolutions numériques. L'intervention de Christiane Ferral-Schul sur la cybersécurité a été particulièrement marquante. Et cela tombe bien, puisque nous étions là pour capter ses propos. Dans un environnement où tout devient digital, la question de la cybersécurité prend une place prépondérante, même pour des professions comme celle d'avocat, parfois perçues à tort comme étant en marge des innovations technologiques. Pour approfondir sur le sujet, consultez sans plus tarder son ouvrage « Cybersécurité mode d'emploi », coécrit avec Xavier Leonetti. Restez à l'écoute, il y a tant à apprendre. Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Attention, votre antivirus n'est plus actif, votre ordinateur est infecté. Qu'est-ce que vous faites? En bon professionnel, soucieux quand même de vos données, eh bien, vous réagissez promptement. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez votre téléphone, vous appelez votre prestataire. Assistant informatique du cabinet, vous le connaissez bien, ça fait 10 ans qu'il vous accompagne. D'ailleurs, il se plaint parce que vous ne l'appelez pas si souvent que ça. Il vous suspecte d'ailleurs peut-être de faire appel à l'un de ses concurrents. Et puis, il va vous dire d'adopter une procédure qui n'est pas la procédure habituelle que vous connaissez. Il va vous dire de télécharger un logiciel pour lui permettre d'observer, de capter, d'effectuer des actions pour éradiquer le fameux virus. Et en fait, il a pris, sans votre accord, mais avec votre aide, il a pris le contrôle à distance de votre principal outil de travail, votre ordinateur, là où vous stockez l'intégralité de vos données. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il en a profité pour installer un mouchard qui lui permet de suivre à votre insu toute votre activité en ligne. Alors, est-ce que mon histoire est exagérée? C'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière à 83 offices notariales en France. 83 qui utilisaient la même société d'assistance informatique et qui, grâce à un logiciel de contrôle à distance, a pu comme cela détecter, intercepter toutes les correspondances en ligne des notaires, avec comme explication qu'elle pensait qu'ils utilisaient un de ses concurrents. Et voilà. Alors les conséquences auraient pu être bien pires, puisque ça a été détecté, mais je peux vous dire que, à titre personnel, j'ai pu découvrir que de 19h à 23h, l'une de mes messageries était observée et accessible et que quelqu'un y accédait tous les jours pendant plusieurs mois. Donc c'est une réalité. Ces formes d'atteinte à la cybersécurité, c'est véritablement quelque chose qui existe. Alors, je vais continuer. Alors, il y a de nombreuses formes de cyberattaques et il y en a beaucoup avec une intention malveillante, mais souvent, c'est de la négligence ou l'imprudence. Et il faut savoir d'entrée de jeu que 80% des risques sont liés à de la négligence ou des imprudences. Alors, la malveillance, elle est illustrée par l'exemple que je viens de vous donner, mais je vais vous donner un autre exemple authentique, véritable, qui est arrivé à un cabinet à Paris en 2021. Le cabinet a été victime d'un ransomware. Le ransomware, vous le savez, c'est un logiciel qui bloque l'utilisateur et l'empêche d'accéder à son système. Donc, vous avez à l'affichage une information qui vous dit « Vous ne pourrez accéder à vos données que moyennant le paiement d'une rançon ». Et c'est arrivé
plusieurs fois. Et donc, dans ce cas précis dont je vous parle, il y a eu 100 gigaoctets de données qui ont été volées, qui ont été publiées dans ce qu'on appelle le dark web, avec notamment la liste des clients de ce cabinet, donc prestigieux forcément, puisque nous avions aussi bien des clients comme McDonald's, nous avions Google, nous avions aussi Donald Trump, donc ça peut intéresser. Le cabinet n'a pas voulu céder au chantage, donc le résultat, c'est qu'il y a eu publication au fil de l'eau de certains de ces mails, c'est-à-dire sortant du dark web, qui ont été diffusés avec la communication d'informations confidentielles relatives aux procédures judiciaires en cours pour ces différents clients. Donc, vous l'imaginez, pas terrible en termes de réputation pour le cabinet, dont le préjudice est lié à l'atteinte réputationnelle, outre le fait, même s'ils n'ont pas payé la rançon. Et puis, vous avez ce qu'on appelle également les cyberattaques qui ne sont pas visibles. On parle même de cyberattaques invisibles et qui sont le plus grand nombre. Il faut savoir qu'il y a 600 000 entreprises qui ont été touchées par le problème de la messagerie électronique Microsoft, Exchange Server Microsoft. Et en fait, c'est une cyberattaque qu'on appelle par faille Zero Day. Ce sont des défauts qu'on sait être présents dans les logiciels et qui permettent des entrées finalement à des cyberattaquants qui vont profiter de failles connues pour accéder aux messageries. Et en général, c'est par suite de négligence ou d'imprudence justement que cela se produit. Je vous donne quelques exemples. Vous avez des escrocs qui vous font parvenir une notification. Ils vont prétendre que le problème de sécurité, qu'il y a un problème de sécurité, que l'exemple de tout à l'heure, par exemple, le virus qui a infecté votre ordinateur, vous ne savez pas d'ailleurs en quoi il est infecté, ou alors ils vont vous expliquer que vous avez été dupé, qu'ils vont vous aider à récupérer l'argent. Bon, il y a toujours l'histoire des donations, mais je pense qu'elle a tellement été utilisée que ça crée des petits réflexes de précaution. Ou alors on vous communique un numéro de téléphone qu'il faut appeler. Vous avez aussi maintenant des systèmes où on vous demande de flasher un QR code. Et c'est en général très très bien fait. Je vous donne un exemple. Pas plus tard que la semaine dernière, mon assistante a reçu un mail de ma part, donc c'était du spoofing, lui demandant de faire de toute urgence un virement de 19 000 € à une société. Comme on a un système de double signature, alors elle, c'était tellement similaire au message que j'envoie qu'elle ne s'est sans doute pas suffisamment posé la question. Ça a été bloqué évidemment au niveau de la signature, mais sa première réaction a été d'y croire. Donc, c'est vous dire que véritablement, ça nous touche, véritablement. Vous avez le cas aussi du stagiaire du cabinet qui arrive, qui reçoit un email du cabinet, apparemment légitime, qui l'informe qu'il doit faire la mise à jour, par exemple, du correcteur orthographique, Antidote. Il va cliquer sur le lien et puis, hop, il est renvoyé sur un site web piégé. Le site web va automatiquement télécharger des logiciels malveillants. Le pirate informatique a directement accès à l'intérieur du réseau du cabinet. Donc, je peux vous dire en tous les cas que chaque semaine, à chaque réunion de cabinet, je rappelle qu'il faut être vigilant sur les fichiers attachés. Nous, au cabinet, je peux vous dire que chaque semaine, nous avons des messages piégés. Les WeTransfer. Alors parfois, ça donne des résultats un peu étonnants. Moi, j'ai mis en indésirable un WeTransfer qui n'était pas identifié et j'ai réclamé au client les pièces qu'il me dit avoir envoyées en WeTransfer. Il vaut mieux ce genre de situation que de prendre le risque d'ouvrir un WeTransfer qui ne vous a pas été annoncé précédemment. Bon. Et puis, vous avez un risque dont on ne parle pas suffisamment. Vous êtes en audience, vous utilisez un réseau public
non chiffrés. Le risque est d'autant plus important si vous couplez téléphone et ordinateur sur un réseau de ce type, puisque le pirate peut intercepter le trafic et récupérer vos données. Donc voilà des exemples. Je pourrais vous en donner encore beaucoup, les téléchargements des outils gratuits sur Internet. Et ce risque, il faut savoir, est décuplé par le télétravail et par le mix des outils personnels et des outils professionnels. Forcément, ce n'est pas un hasard si TikTok est interdit de plus en plus dans les administrations. Nous, on a demandé à nos collaborateurs de ne pas utiliser TikTok sur les dossiers. Si vous avez des dossiers qui impliquent d'une manière ou d'une autre la Chine, en tous les cas, je pense qu'il faut être vigilant et avoir ce réflexe et cette connaissance. Moi, je vous parle véritablement de ce qui existe aujourd'hui et nous ne sommes pas des entreprises comme les autres, alors que nous ne nous comportons pas comme les entreprises. Alors pourquoi nous sommes devenus des cibles privilégiées ? D'une part parce que nous ne sommes pas sensibilisés. D'où l'intérêt d'avoir cette réunion. On a l'impression qu'on est dans une bulle au-dessus des autres, alors que nous sommes directement concernés. Nous ne sommes pas équipés. Nous n'avons pas de service interne et souvent nous travaillons avec des prestataires extérieurs. Mais les prestataires extérieurs tournent. Moi, je vois au cabinet où nous avons aussi un assistant extérieur, on n'a pas nécessairement les mêmes interlocuteurs qui viennent d'une semaine sur l'autre. Nous avons des petits jeunes qui sont sympathiques, mais il y a la possibilité d'exiger d'avoir telle ou telle personne et de créer un lien de confiance. Il y a la possibilité, nous demandons bien à nos clients sur les engagements de confidentialité, de les engager nommément. Pourquoi nous ne le faisons pas ? Et puis, nous avons des données qui représentent une valeur. Nous avons, par exemple, toutes les données sensibles liées au judiciaire. Nous pouvons avoir des informations liées au casier judiciaire de nos clients. Nous avons des informations qui ont une vraie valeur et qui intéressent les pirates possibles. Je vous donne un exemple. Dans un dossier d'accident de la circulation, on pourrait dire banal, vous allez avoir quoi ? La photocopie du permis de conduire du client. Elle peut être revendue 20 à 100 $ aujourd'hui sur le dark web. Vous avez le numéro de sécurité sociale. Aujourd'hui, ça coûte 2 $ sur le dark web. Donc, vous rajoutez là-dessus que nous sommes perçus comme une profession riche. Donc, on est en mesure de payer les rançons. Et puis, parfois, même si les avocats ne sont pas directement visés, ça peut être certains de nos clients qui peuvent être concernés. On commence à avoir des dossiers, alors pas en France, je n'ai pas d'exemple en France, mais où certains cabinets d'avocats utilisent certaines failles pour aller pirater des informations chez leurs adversaires ou autres. Ça commence. Donc il faut être conscient que des comportements comme ceux-là nous guettent. Bon, alors je ne veux pas vous terroriser, mais, mais vous dire que ça serait bien de faire attention. Voilà. D'autant que nous avons un privilège, nous avons le secret professionnel. Mais comme secret professionnel, comme détenteur du secret professionnel, nous avons une obligation. Et nous avons l'obligation de faire attention à qui rentre dans notre cabinet et de la même manière qui rentre dans notre cabinet virtuel. Avec comme difficulté complémentaire que si pendant des années il s'agissait de surveiller la porte d'entrée et de mettre un système de double verrou et de créer un coffre-fort, nous avons plein de portes virtuelles qui naissent du fait que tous nos collaborateurs, nos stagiaires, nos administratifs et nous-mêmes avons différentes portes. Voilà. C'est un peu comme si on nous demandait en permanence de faire le tour du propriétaire pour savoir ce qui se passe. Bon, alors maintenant que je vous ai bien mis... Voilà. Alors, je vais maintenant rajouter une couche avec des chiffres.
le nombre de cyberattaques a été multiplié par 8 entre 2021 et 2022. Donc, progression exponentielle. Nous avons seulement 56% des internautes européens qui ont été exposés ou qui ont été victimes d'un cybercrime qui ont fait un signalement entre 2018 et 2019. C'est vous dire que, en fait, nous n'avons qu'une partie de l'iceberg émergé, avec les chiffres que je vous donne. À titre personnel, je vous le dis si vous tombez dessus, je ne suis pas sur Instagram. J'ai des faux comptes sur Instagram. J'ai 36 faux comptes Facebook. Et je passe mon temps à en éradiquer. J'ai réussi à en éradiquer 14. Mais c'est cette réalité-là. Donc faites attention si vous me suivez sur Facebook. J'ai bien un compte Facebook. Mais il faut avoir la prise de conscience que derrière l'identité qui apparaît, vous n'avez pas la bonne personne. J'ai porté plainte pour usurpation d'identité, carte d'identité détournée, photos détournées, et tous ces éléments ont vocation simplement à demander par WhatsApp des informations et de cautionner ces demandes par les liens faits sur ces faux comptes. En tous les cas, sur Instagram, vous saurez que c'est pas moi, ça c'est sûr. Vous avez le site cybermalveillance.gouv.fr qui a pour mission de vous assister, d'assister donc toutes les victimes, qui dans son rapport annuel a pris, alors le chiffre est erroné là de 2022, c'est 280 000 demandes d'assistance répertoriées fin 2022, c'est-à-dire presque autant que les 4 années précédentes. Vous avez également l'ANSSI qui a enregistré 830 intrusions au sein de systèmes d'information, alors qu'il y en avait avec une très nette progression par rapport à 2021. 69% des cyberattaques ont visé les entreprises, dont les cabinets d'avocats. Voilà, donc vous voyez qu'on est sur des chiffres qui parlent et qui corroborent le fait que nous sommes concernés et directement concernés. Alors, quels sont les types de cyberattaques ? Vous avez d'abord des attaques à finalité lucrative. L'objectif, c'est quoi ? C'est le ciblage par rançongiciel dont on a déjà parlé. C'est en général un mode d'action associé à l'exfiltration de données, la menace de rendre publiques les données en cas de refus de paiement de la rançon demandée. C'est une technique de double extorsion puisque l'objectif est d'accentuer la pression. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le paiement de la rançon ne permet pas toujours de récupérer ces données. Et on en a un exemple avec un cabinet d'avocats qui a payé la rançon, qui a reçu les outils de déchiffrement, qui n'ont pas fonctionné, qui ont repris contact avec les attaquants, et ça leur a coûté en tout 700 000, alors je vous rassure, dollars américains, c'est pas en France, mais c'est vous dire que le paiement de la rançon ne donne pas toujours le résultat escompté. Vous avez également ce qu'on appelle l'attaque par chaîne d'approvisionnement. C'est l'exemple justement des attaques opportunistes, indirectes, par la compromission d'un prestataire de services informatiques. C'est l'exemple que je vous ai donné des offices tout à l'heure de notaires. Et vous avez un exemple aussi, il y a 7 cabinets d'avocats qui avaient le même prestataire et qui ont subi la même compromission. Vous avez également les fraudes et les reventes de données, puisque les cyberattaquants essaient de monétiser la compromission des cabinets d'avocats en utilisant leur compte bancaire, exfiltrant les données des systèmes d'information, revendant tout ça dans le dark web. Vous avez également
Ensuite, l'espionnage informatique. Alors l'espionnage informatique, c'est le dernier exemple que je vous ai donné, c'est-à-dire un adversaire qui peut confier d'ailleurs à un tiers le soin d'essayer de capter des informations. L'espionnage économique, donc le vol de technologie qui peut concerner certains de vos clients. Par exemple, le groupe APT10 aurait compromis un cabinet américain spécialisé en droit de la propriété intellectuelle. Les attaquants se sont introduits dans les systèmes d'information en utilisant les identifiants probablement dérobés à l'occasion de précédentes attaques, ça peut se faire en plusieurs fois, puis auraient exfiltré de grandes quantités de données via le service de partage de fichiers Dropbox. Et le groupe APT10 est publiquement accusé d'opérer pour le compte du ministre chinois de la Sécurité d'État par l'Australie, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Donc, vous voyez, directement concernés avec cet espionnage économique. Vous avez l'espionnage stratégique également. Alors, des attaques de cette nature ont notamment été observées lors de contentieux internationaux ou au cours de campagnes d'ampleur qui sont dirigées contre des secteurs sensibles de pays européens ou nord-américains. On l'a vu avec le Canada, notamment les autorités américaines et britanniques qui ont attribué une vaste campagne d'attaques contre des centaines d'organisations, incluant des cabinets d'avocats. Et donc ici, l'objectif, vous l'avez compris, c'est d'exfiltrer évidemment des données stratégiques, sensibles, personnelles, des systèmes d'information. Voilà, donc ça c'est pour l'espionnage informatique. Et puis vous avez la déstabilisation. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la divulgation d'informations par des groupes activistes. Les attaquants considèrent que certaines informations peuvent être compromettantes pour les cabinets, pour les clients, et l'objectif est de rendre indisponible le service et de faire payer pour ne pas divulguer ces informations. Nous avons, à titre d'exemple, des attaquants liés à la mouvance Anonymous qui ont compromis un cabinet d'avocats représentant un militaire américain accusé du meurtre de civils irakiens. Les attaquants ont rendu public 3 gigaoctets de documents internes du cabinet et ont défiguré le site de l'entreprise en manifestant une critique du jugement rendu par la cour martiale qu'ils ont considéré comme trop indulgent. Donc c'est une manière de se faire justice, ou en tous les cas de s'attaquer à la justice elle-même en considérant que le jugement était trop clément. Vous avez l'affaire, je n'y reviens pas, que vous connaissez, des Panama Papers, des Paradise Papers, mais il faut savoir que les cabinets ont dû fermer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des acteurs indépendants, des cabinets d'avocats, disposant de capacités, je ne vais pas dire limitées, mais qui ne prennent pas la mesure du risque, sont confrontés à des cyberattaquants qui n'ont pas nécessairement de fortes capacités, mais qui peuvent avoir un impact négatif sur l'image du cabinet et sur l'activité même du cabinet. Vous avez notamment un exemple que je voudrais vous donner du cabinet panaméen Mossack Fonseca, qui est l'exemple type du mauvais élève en matière de cybersécurité. Vous savez que la fuite a concerné 2 téraoctets de données provoquées uniquement par un lanceur d'alerte anonyme, c'est-à-dire qu'on a eu 11 millions de documents portant sur 214 000 structures offshore qui ont permis de révéler cette fameuse affaire des Panama Papers. En gros, ça représente une fuite équivalent à 2600 camionnettes de documents qui sont sortis du cabinet.
Donc, la cyberattaque n'a pas eu lieu en force brute, il a juste révélé que les systèmes d'information du cabinet présentaient de nombreuses lacunes de sécurité. Il y avait quoi? Il y avait absence de chiffrement du serveur email. Il y avait utilisation d'une version Outlook obsolète. Il y avait l'utilisation d'une version WordPress pour créer leur site Internet, alors qu'il y avait une vulnérabilité qui avait été détectée. Et je peux vous dire que cette vulnérabilité, nous l'avons vécue au cabinet, puisque un matin, on s'est réveillé et notre site avait changé. Notre site, à l'époque, était hébergé au Canada. Et donc, le temps d'accéder à notre prestataire et de fermer la faille et de remplacer la page de garde, mais nous l'avons vécu en direct. Il y a eu, donc toujours dans cette affaire, l'utilisation d'un portail client utilisé pour accéder à des informations confidentielles fondées sur une version du logiciel qui n'était pas mise à jour. Le portail était mal configuré, donc rempli de vulnérabilités. Donc finalement, en faisant la liste, on constate quoi? Que souvent, c'est des négligences dans le suivi et la mise à niveau du dispositif. Donc les conséquences, c'est quoi? C'est, je l'ai dit, l'atteinte à la réputation du cabinet, la perte de confiance des clients, la mauvaise image, l'impact sur le chiffre d'affaires, l'atteinte économique, puisqu'il faut payer une rançon, et la survie d'un cabinet en péril. Donc, sans mordre sur ce qui va suivre, puisqu'il y a une intervention sur le RGPD qui est prévue, je rappelle simplement qu'il y a des obligations qui résultent du RGPD et que nous sommes dans ce qu'on appelle le privacy by design, la conformité dès la conception qui contraint un certain nombre d'obligations sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Le traitement doit être sécurisé. La finalité du traitement oblige à ne traiter que des données personnelles adéquates, pertinentes, limitées. L'idée étant que vous n'ayez pas en surplus des données qui pourraient intéresser des tiers, mais cela participe de la cybersécurité. La durée de conservation des données, de manière à ne pas ajouter au risque, et surtout la consultation des données par des personnes habilitées. Je pense que l'un des problèmes que nous rencontrons le plus souvent, c'est qu'on a toujours une approche globale. Tout le monde n'a pas besoin d'accéder aux mêmes données dans un cabinet. Il y a une hiérarchie. Le stagiaire qui arrive n'a pas accès aux mêmes données que les autres. Donc, les droits d'accès, c'est un exercice qu'il faut avoir. Les managers du cabinet n'ont pas forcément accès aux mêmes données que les autres associés. Et cette hiérarchisation permet de sécuriser. Au niveau national, il faut avoir présent à l'esprit que vous êtes tenu par la protection du secret des affaires. Le code pénal vise aussi votre responsabilité au regard du secret professionnel. Le code du travail vous contraint à ne pas collecter des informations personnelles d'un salarié sans son autorisation. La loi informatique et liberté crée aussi des obligations. Et puis, vous avez évidemment le décret de 91 sur le secret professionnel. Alors, ça veut dire quoi, ces obligations? Ce sont des éléments qui permettent finalement de cadrer à la fois votre responsabilité et l'importance des informations, le nombre d'informations que vous pouvez conserver et utiliser en prenant soin, évidemment, de les préserver. Et ça vous permet également d'affecter une importance particulière à ces informations. Donc vous avez d'un côté les règles d'accès, et de l'autre, la hiérarchisation des informations elles-mêmes. Et il y a véritablement un travail interne à faire à ce niveau-là. Donc vous êtes soumis au respect d'un cadre légal
et réglementaire, parce que vous avez l'obligation, en tant que responsable de traitement, vous avez des obligations d'être en conformité. Vous devez respecter et appliquer ce qu'on appelle les principes d'accountability. Je suis désolée pour les termes anglais, mais j'imagine que accountability, on retombe sur les notions de conformité. Et la question est à quel risque êtes-vous soumis si vous ne mettez pas en place ces mesures de cybersécurité? En fait, il existe un risque de contentieux. Vous allez vous retrouver un peu dans la même situation qu'un assureur à qui vous faites une déclaration de vol. Il va venir chez vous et va vous dire « Mais monsieur, est-ce que vous êtes parti en fermant la porte ?»« Ah, votre porte n'était pas fermée à clé. Si elle était fermée à clé, est-ce que vous aviez une serrure conforme? Est-ce que vous aviez fermé les volets? Ah, vous considérez que vous n'aviez pas fermé les volets parce que vous étiez parti acheter du pain au coin de la rue. » C'est l'ordinateur que vous laissez allumer qui ne s'éteint pas automatiquement parce que vous quittez votre bureau. Vous pouvez avoir le sentiment d'être dans une bulle de sécurité dans votre cabinet. Et a priori, vous l'êtes. Mais vous l'êtes si vous avez pris un certain nombre de précautions et qui ne sont pas compliquées à prendre. Par exemple, le simple fait de prévoir que votre écran va automatiquement s'éteindre au bout de, je ne sais pas, 30 secondes d'absence ou d'absence d'intervention. Ce sont souvent des règles aussi simples. Donc, il y a des sanctions, des responsabilités, si vous ne les mettez pas, si vous ne mettez pas ces règles-là en place. Vous avez des règles obligatoires et puis vous avez des règles qui sont suggérées et qui vont vous faire passer d'une certaine manière dans la catégorie de celui qui a pris des mesures de précaution que toute personne censée devrait être en mesure de prendre. En fait, on bascule dans la responsabilité de l'avocat en tant que chef d'entreprise. Je voulais vous signaler une décision de la Cour de cassation qui a confirmé la condamnation de responsables d'un organisme au regard de l'insuffisance de formation du personnel, considérant que cela avait favorisé l'accès par des tiers non autorisés à des données de l'entreprise. Bon, ça me paraît excessif, mais c'est vous dire qu'il peut y avoir une mise en cause des responsabilités. Donc, vous voyez que la responsabilité apparaît comme chef d'entreprise, comme employeur, comme également responsable de traitement. Donc la cybersécurité, ça va plus loin que uniquement préserver et éviter les situations évoquées. Je voudrais insister plus particulièrement, j'ai encore un petit peu de temps? D'accord. Je voudrais insister sur ce point, la responsabilité en tant que dépositaire du secret professionnel. Pourquoi ? Parce que le secret professionnel, c'est inhérent à notre profession. C'est quelque part, c'est quelque chose, c'est véritablement quelque chose qu'on nous envie. C'est véritablement un principe fondamental de la profession. Et à ce titre, vous êtes tenu d'anticiper et de prendre les mesures qui s'imposent pour protéger le secret professionnel. Et mettre en œuvre sa cybersécurité fait partie du respect de l'obligation de protection du secret professionnel. Vous avez donc l'obligation professionnelle de protéger les pièces des dossiers qui sont stockées électroniquement chez vous, les mails contenant des informations échangées avec des tiers, et vous êtes soumis au respect des dispositions légales européennes et nationales à ce titre. Je voulais vous dire que j'ai été récemment nommée expert dans un dossier
dans lequel, justement, la question du secret professionnel se pose. En fait, la question qui est posée dans cette affaire concerne des milliers de documents et la question qui est posée, c'est de savoir si ce qui est couvert ou pas par le secret professionnel. Donc une fois qu'on élimine les mails personnels et les documents personnels, une fois qu'on élimine les échanges entre l'avocat et le client, il reste toute une catégorie de messages dans lesquels on peut imaginer que le client répercute en interne, par exemple, s'agissant d'une entreprise, répercute en interne le contenu d'une lettre de l'avocat ou répercute en partie seulement ces éléments et parle d'autre chose. Donc, comment on gère ces éléments-là? Donc, c'est vous dire que sur cette question du secret professionnel, il y a une valeur ajoutée à tous ces documents qui sont entre vos mains et que ce tri doit être fait de manière justement à préserver votre client et à vous assurer que dans l'hypothèse d'une perquisition, dans l'hypothèse d'une saisie, ces éléments-là ne deviendront pas publics ou en tous les cas conserveront cette valeur. En termes de texte, vous avez la loi de 2018 sur la protection du secret des affaires, qui transpose la directive là-dessus, qui impose la mise en œuvre de normes de sécurité pour lutter contre le pillage des données, la préservation des secrets de fabrique, etc., et qui vous concerne, qui nous concerne comme avocats. Vous avez également l'article 2.3 du règlement, de notre règlement national qui précise que non seulement l'avocat est tenu de faire respecter le secret par son équipe, mais également par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement ce que vous recevez doit être préservé, protégé à un niveau de sécurité qui interdit toute violation, mais qu'en plus vous êtes concerné par l'obligation que vous devez faire peser sur votre personnel administratif et le personnel, comme l'administrateur réseau, qui a vocation à intervenir. Vous avez également des textes européens qui vous concernent. Par exemple, la directive Nice nous concerne. Elle participe à la protection de l'environnement numérique du secret, avec des obligations réglementaires, avec la désignation d'un DPO pour veiller au respect des mesures de sécurité. Vous avez donc certaines règles qui peuvent paraître touffues parce que vous avez quand même une convergence. En fait, le rappel du secret professionnel trouve sa source dans beaucoup de textes, mais qui va se traduire par la désignation d'un DPO, par l'obligation de hiérarchiser les données et d'avoir les bons verrous de sécurité en interne. Et à défaut de pouvoir justifier de la mise en œuvre de ces mesures, alors vous avez quelques petites sanctions, et vous avez notamment le code pénal qui prévoit que la violation du secret professionnel, c'est 1 an de prison et 1 500 € d'amende. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé de décision qui ait été rendue. Donc, ça tempère les choses. Je voulais vous donner quelques exemples de délibérations de la CNIL sur le sujet. Notamment, vous avez cette délibération du 24 novembre 2022 qui a concerné la Société Électricité de France. EDF a été sanctionné d'une amende de 600 000 € pour ne pas avoir respecté ses obligations en matière de prospection commerciale et de droit des personnes. Vous avez également une délibération du 8 septembre 2022 concernant GIE Infogreffe qui a été sanctionnée de 250 000 € pour avoir manqué à plusieurs obligations du RGPD. Vous avez donc des sanctions. La CNIL ne s'est pas encore intéressée vraiment de près au cabinet d'avocats, mais nous faisons
de la prospection commerciale et nous sommes tenus par ces règlements. Alors, j'en arrive à quelles sont les mesures de base. Et vous allez voir que c'est très simple. Il faut fermer la porte d'accès, ou s'assurer en tous les cas que la porte ferme bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut installer un pare-feu, installer un antivirus, ça veut dire chiffrer son réseau Wi-Fi, ça veut dire ne pas laisser traîner ses clés, les codes, par exemple celui qu'il faut envoyer en formation immédiate, c'est celui qui met son code d'accès avec un post-it sur son écran. Celui-là, on l'envoie tout de suite en formation contraignante 6 mois avec un rappel tous les jours. Une politique de mot de passe robuste, le changer régulièrement. Donc vous voyez, ce n'est pas hyper compliqué de fermer sa porte. Et encore une fois, je vous invite à toujours raisonner parce que ces réflexes, vous l'avez dans la vie quotidienne. Votre porte, vous ne partez jamais de chez vous sans avoir vérifié que les fenêtres sont fermées et la porte fermée à clé. Pareil, est-ce qu'au moment où vous fermez votre ordinateur, vous avez véritablement vérifié qu'il n'y a pas de fenêtre ou de porte ouverte? C'est tout. Ne pas laisser entrer un inconnu. Vous le faites chez vous. Si quelqu'un sonne à la porte, vous lui demandez son nom, pourquoi il vient, enfin, j'espère. Vous ne le faites pas entrer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas ouvrir un mail ou SMS inconnu. Alors, je vois que vous êtes nombreux à prendre des notes, je vous remercie, mais tout est dans le livre Cybersécurité, dont j'espère vous ferez bon usage. Merci Christophe. Voilà. Donc, ne pas ouvrir un mail ou SMS inconnu. L'habit ne fait pas le moine. Faites attention à la personne qui se déguise. Je pense par exemple à un cas de figure qui est arrivé il n'y a pas longtemps, un coursier qui apporte un pli et qui demande d'aller se laver les mains. Très bien, traverse le cabinet et va prendre des photos en passant. Voilà. Donc, ne pas laisser nécessairement une personne extérieure rentrer s'il est possible qu'il ait accès à des informations ou puisse identifier la localisation des serveurs. Ne pas envoyer vos coordonnées bancaires. Alors, les banques l'écrivent en permanence, mais ne pas envoyer ces coordonnées bancaires. Ne pas croire tout ce qu'on vous dit. Vérifier les informations, ne pas vous précipiter. Alors, moi qui suis quand même très sensibilisée, j'ai reçu un document, mais incroyablement bien fait, qui prétendument du greffe du tribunal de commerce, qui me demandait de flasher un QR code, donc c'est arrivé par la poste, de flasher en indiquant qu'il fallait payer une somme pour valider l'immatriculation. Et il m'a fallu, je dois le confesser, au moins 1 minute pour me dire, mais depuis quand on désimmatricule des entreprises? Mais voilà, et donc de regarder de près, parce que quand ça arrive par le courrier, voilà. Donc, vraiment avoir ce stress de vigilance en permanence. Vérifier l'expéditeur, c'est-à-dire ne pas uniquement vous intéresser au contenu du courriel, mais à l'adresse. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous cliquez, vous vous mettez sur l'adresse de l'émetteur, vous cliquez à droite, si vous avez une combinaison bizarre de chiffres, c'est du spoofing. Vous êtes clairement avec un émetteur qui cherche à vous tromper. De manière générale, mais ça vous le savez, pour vivre heureux, vivons cachés, protégez votre vie privée sur les réseaux sociaux. Je pense personnellement qu'il y a trop d'avocats qui déballent trop d'informations sur les réseaux sociaux personnels, et ça, c'est réutilisé
pour connaître des adresses, savoir combien il y a d'enfants, des informations. Il faut quand même se méfier ou alors vraiment avoir des cercles d'amis très fermés. De manière générale, être méfiant, rester vigilant, signaler les comportements suspects. En cas de problème, appeler à l'aide et surtout ne pas hésiter à porter plainte. Voilà. Alors, vous avez ici quelques exemples de mails et pièces jointes suspectes. Vous recevez un mail d'un prétendu client qui vous indique dans le corps du mail l'envoi d'une pièce jointe. Celui-ci peut être compromis. Donc, pensez au risque, pas seulement pour vous, mais pour l'ensemble du cabinet. Adoptez les bons réflexes, vérifiez l'exactitude de l'adresse mail, vérifiez si ce prétendu client devait effectivement vous envoyer une pièce manquante, vérifiez l'orthographe, vérifiez que ce client est bien l'un des vôtres. Vous avez également, donc ça c'est les réflexes, voilà. Vous avez également l'exemple de la connexion à un réseau Wi-Fi public. Lors d'un déplacement pour une audience dans une autre juridiction, vous êtes en train de travailler sur votre dossier dans le train, vous vous connectez à Wi-Fi SNCF ou à un réseau public non chiffré. Sachez que vous permettez un accès moins sécurisé à vos données. Personnellement, je préfère toujours utiliser mon propre système de téléphone et ne pas utiliser le Wi-Fi qui m'est proposé. Voilà, un exemple qui se multiplie. Et voici la liste des bons réflexes à acquérir, liste non exhaustive. Donc, comment faire? Parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, la question est, bon, très bien, mais je fais quoi et comment? Alors, quelques règles. Désigner une personne référente au sein du cabinet. Je pense que c'est la première. L'utilité, c'est d'avoir au sein du cabinet une personne qui maîtrise la cybersécurité, qui va pouvoir repérer les gestes, sensibiliser les stagiaires qui arrivent, réagir en cas de cyberattaque, sensibiliser les autres membres et surtout faire en sorte qu'elle soit formée et mise à jour régulièrement. Premier réflexe. Elle peut, je vous le signale, suivre la formation qui est proposée par l'ANSSI, devenir le référent cybersécurité de votre entreprise. Voilà. Désigner un DPO, elle peut être d'ailleurs le DPO du cabinet. Et pour cela, vous avez la CNIL qui a édité un guide pratique RGPD délégué à la protection. Donc ça, c'est facile. Il faut donc désigner une personne référente, identifier les risques. C'est toujours bon de savoir quels sont les risques spécifiques à votre cabinet, de manière à mettre des solutions adaptées. Parce que moi, je vous ai fait une série exhaustive de tous les risques, mais vous ne pouvez être concerné que par une partie de ces risques. Donc l'idée n'est pas de brasser large, mais de brasser de manière à identifier et d'être efficace dans les éléments que vous identifiez. Donc un petit audit n'est pas superflu et peut être intéressant à partir d'un questionnaire type qui peut être mis en place peut-être par, je sais pas, par les services pour poser les questions de base qui permettent d'identifier et faire une analyse d'impact relative à la protection des données. Sensibiliser le personnel, donc moi je vous dis, j'en parle à chaque réunion d'équipe. Vous avez également à identifier et gérer vos prestataires, donc vous faites signer à vos clients, vous leur faites signer avec leurs propres prestataires des contrats, sachez le faire pour vous-même, avec confidentialité, recommandations. Attention, le télétravail accroît les risques de cyberattaque, donc vous pouvez faire des recommandations, former les télétravailleurs aux gestes cyber, à ce qu'on appelle l'hygiène informatique, faire des formations, mettre en place des VPN. Assurez-vous que la connexion Wi-Fi du lieu du télétravail est sécurisée. Interdire peut-être tout simplement l'utilisation des Wi-Fi publics. Voilà les mesures à prendre. Et puis, la question est, qu'est-ce que vous faites en cas de cyberattaque ? Donc, à titre préventif, vous avez vu,
surtout un audit, une sensibilisation, une prise de conscience, une attention et des petits réflexes. Mais je vous le redis, 80% des risques sont liés à de la négligence. Donc, à nous d'être vigilants. Dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est quels sont les actes réflexes à avoir en cas d'attaque. Alerter le support informatique, la personne référente dans votre cabinet, s'assurer que chaque membre du cabinet ait connaissance des personnes à contacter, parce que vous pouvez ne pas être là au moment où le problème surgit. S'assurer également que chaque membre a la possibilité d'alerter le service compétent pour réagir. Conservez, s'il vous plaît, toutes les pièces de l'attaque. Il faut, allez, je vais le dire, geler la scène de crime. Parce que dans la précipitation, on éradique tout ça, alors que l'objectif est d'éviter que ça se reproduise aussi. Donc, il faut conserver les preuves de l'attaque, donc faire les captures d'écran, de la demande de rançon, copie des disques durs infectés, bien horodater la date et l'heure de la cyberattaque et déterminer le mode d'attaque. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous recevez un mail avec un ordre de virement de la CARPA. En réalité, le lien ne renvoie pas sur le site de la CARPA. Toujours la souris pour vérifier l'adresse. Donc, vous avez la possibilité de screener le mail, de l'imprimer avant de le supprimer de la boîte mail et d'alerter les autres membres du cabinet pour que personne ne clique sur le fameux lien. Donc, partagez l'information et déterminer quelles données ont été perdues. Alors, parfois, tout est bloqué, vous ne pouvez strictement rien faire, donc capture d'écran, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez en tous les cas geler cette scène du crime. Il est vraiment important d'isoler le plus rapidement possible le système attaqué, c'est-à-dire couper le réseau, déconnecter l'appareil touché de la connexion informatique et de tous les appareils connectés en réseau avec lui, et puis porter plainte. La plainte est absolument indispensable pour lutter efficacement contre les cyberattaques et et puis maintenant elle est obligatoire et doit être déposée dans un délai maximum de 72 heures pour pouvoir bénéficier de la cyberassurance si vous en avez une. Et enfin, prévenir votre compagnie d'assurance si vous êtes assuré. Et puis la toute dernière étape, c'est ce qu'on appelle la remédiation. Il s'agit de remettre en fonctionnement les systèmes d'information. Donc là, vous avez une gestion de crise en équipe à faire, rassembler toutes les compétences requises, les juristes qui connaissent la matière, la technique, la communication, faire éventuellement une notification à la CNIL. Elle est obligatoire dans un délai de 72 heures dans certaines situations, ce n'est pas systématique. Et puis la communication, gérer la communication, parce qu'il vaut peut-être mieux que les clients soient informés par vous que par la presse. Cette information n'est pas systématiquement nécessaire, mais il faut informer les clients si leurs données ont été compromises. Il faut informer le bâtonnier, il faut informer votre ordre, parce que la cyberattaque pourrait concerner d'autres cabinets. Et encore une fois, plus il y a d'informations, mieux on est armé pour lutter contre les cyberattaquants. Sinon, je pense avoir fait le tour. Il faut bien sûr corriger les vulnérabilités du système, vérifier qu'elles ont été identifiées, corrigées, si on est passé par une faille, définir les plans d'action et d'investissement pour ne pas réitérer cette mauvaise aventure. Alors, en résumé, et je conclurai par là, et je pense que je suis dans les délais, je conclurai par là. Vous l'avez compris, déjà, le fait que vous soyez tous là prouve votre vigilance. Et mais je sais que vous allez ressortir de là encore plus vigilant et que vous allez avoir peut-être un autre regard sur vos mails et vos outils. Je pense que ce n'est pas compliqué.
C'est simplement de la méthodologie. Il y a, en résumé, des obligations à respecter, et ça on va en parler parce que le RGPD vous aide d'une certaine manière à cadrer la cybersécurité. Vous avez encore une fois ce qu'on appelle tout ce qui est compliance by design. Vous avez même la compliance by default, mais il faut savoir qu'il y a d'autres obligations qui arrivent sur le terrain. Vous avez notamment le Cyber Resilience Act qui va devenir obligatoire, qui va créer des obligations, mais ces obligations, il faut plus le vivre comme un cadre légal qui vous permet de savoir mieux fermer les portes et les fenêtres et vous assurer. Malheureusement, on est confronté, on est dans un monde, je ne vais pas dire de malveillance, mais il y a une minorité de personnes malveillantes, mais qui peuvent faire des dégâts considérables. Donc l'idée est d'en être conscient, de mettre tout le monde à même niveau d'information, parce que si vous êtes vigilant, mais que les 9/10 du reste du cabinet n'est pas vigilant, ils vous mettent en danger. Voilà, vous êtes colocataire dans les mêmes lieux, et si quelqu'un ne ferme pas la porte, ça ne sert à rien, vous, que vous la fermiez à clé, puisque celui qui passe derrière la rouvre. Donc, c'est cette logique-là, arriver à créer un socle minimum de réflexes. Et s'il y a un problème, eh bien, il faut avoir une gestion de crise, mais c'est ce qu'on recommande à nos clients et c'est ce qu'il nous appartient de mettre au sein du cabinet pour avancer en toute sécurité et continuer à prendre notre place de professionnels avertis dans un monde du numérique qui est celui de nos clients. Merci pour votre attention. Merci infiniment, Madame la Bâtanière. Alors, on avait prévu s'il y avait peut-être des questions dans la salle. Moi, je voulais en fait vous en poser une qui est très simple parce que dans ma pratique professionnelle, et je pense que je ne suis pas le seul à avoir ce que je considère comme une difficulté, c'est que j'ai de très nombreux confrères qui disposent d'une adresse Gmail. Et il est de notoriété publique, j'ai envie de dire que ces adresses-là, qui sont des adresses tout venant, qui ne sont pas professionnelles, on va dire cela comme ça, et bien avec ça, ils vous écrivent des lettres officielles, des lettres confidentielles, enfin courriels officiels ou confidentiels, ils vous transmettent des pièces. Alors, je voulais avoir un petit peu votre avis très, très pratico-pratique, j'ai envie de dire, parce que moi j'ai certains confrères qui m'ont dit, maintenant, compte tenu du mode d'activité que j'ai décidé de dire à ses confrères, le Conseil national des barreaux, vous savez évidemment, met à disposition tous les confrères, j'ai envie de dire gratuitement, des adresses qui sont sécurisées, avec un système sécurisé, et donc qui me disent, moi j'ai décidé de dire, quand j'ai un confrère qui m'écrit avec une adresse Gmail, je lui dis, je refuse votre communication. Alors, ça m'étonne toujours un peu parce que c'est comme empêcher le facteur de glisser dans votre boîte aux lettres finalement un ancien courrier papier. Et je voulais avoir un petit peu votre avis, votre point de vue par rapport à ce qu'on peut avoir comme réaction et comment faire lorsqu'on a justement des confrères qui, bon, finalement pour eux, c'est un problème totalement accessoire. Alors vous avez raison, c'est un combat que je n'ai pas gagné de convertir la profession et la raison pour laquelle il ne faut pas utiliser Gmail. Gmail est parfaitement sécurisé, mais les données sont hébergées aux États-Unis et le principal risque, c'est justement de ne pas respecter le secret professionnel puisque la loi américaine autorise et prévoit la possibilité d'investir les messageries et par voie de contamination, la vôtre, puisque forcément il y a les mails échangés. Donc c'est plutôt un manquement à l'obligation du secret professionnel, en tout cas de ne pas prendre toutes les précautions requises vis-à-vis de nos clients. C'est pour ça que Gmail, c'est pas parce que c'est pas sûr, il y a d'autres, il y a des messageries personnelles moins sécurisantes que Gmail, mais Gmail, moi j'ai aussi une adresse Gmail, mais je l'utilise uniquement à titre personnel. Alors, vous disiez quelle réaction ? Moi, il m'est arrivé sur des dossiers particulièrement sensibles, avec justement des clients qui pouvaient être américains ou étrangers de manière générale, de prendre mon téléphone, d'appeler le confrère et de lui dire
vous m'avez écrit par Gmail, voilà la raison pour laquelle je ne souhaite pas vous répondre via Gmail, soit je vous réponds par courrier, voilà, soit je vous réponds sur une autre adresse Gmail. Et j'explique la situation en termes de réaction. Ensuite, quand le mail en lui-même ne me paraît pas vraiment poser de problème, je passe au-dessus, je dis, bon, encore un qui n'a pas compris, ou qui n'a pas écouté, mais voilà, je n'en fais pas, je n'insiste pas au-delà. Mais lorsque ça peut, moi, affecter ma responsabilité détenteur, détentrice, ou en tous les cas responsable de garantir le secret professionnel, avec ce risque justement à un moment donné de récupération de ces données, et c'est arrivé, il y a un sujet. Oui, dans le prolongement de la question de Christophe, j'entendais dernièrement que pour rassurer les utilisateurs de TikTok, TikTok allait créer des data centers en Europe pour se soumettre au RGPD. Dans quelle mesure est-ce que c'est fiable alors que TikTok est une société chinoise soumise au Parti communiste chinois? Et si demain ce parti ou les autorités chinoises disent d'externaliser, d'importer les données européennes en Chine, est-ce qu'on a une garantie, est-ce qu'on a une sécurité au niveau des data centers? Non, mais j'espère que les confrères n'utilisent pas TikTok pour des données confidentielles. Donc, j'ai envie de dire, ensuite, c'est un problème à titre personnel. TikTok, je n'ai pas TikTok, je n'utilise pas TikTok, mais ce que je comprends, c'est qu'ils se mettent en scène, ce sont des données plutôt... voilà. Je pense que, oui, vous avez raison. Alors, pour la petite histoire, vous savez que la Chine a son propre RGPD qui reprend en miroir le RGPD européen, mais avec deux particularités. La première, c'est que ne sont pas concernés l'État et les institutions publiques, alors que nous, dans le RGPD, les institutions sont tenues au même titre que n'importe quelle entreprise. Et la deuxième, c'est qu'il crée la même règle d'extraterritorialité. C'est-à-dire que, vous savez que la particularité du RGPD, c'est qu'elle est applicable à toute société qui vise les citoyens européens. Et donc, vous avez en miroir le RGPD chinois qui dit la même chose. Donc, je ne sais pas très bien comment ça se règle au final, mais pour répondre aussi concrètement que possible, vous avez raison de poser la question. Ils vont remplir l'une des règles imposées par le RGPD. Ensuite, c'est le RGPD chinois qui aura vocation à s'appliquer, mais le RGPD revendique aussi l'application de la règle, puisque le citoyen européen est concerné et visé. Oui, d'abord merci pour la clarté de votre intervention, c'était très instructif. J'espère que je ne vous ai pas fait trop peur tous. Oui, même pas peur. J'aurais deux séries de questions, on va dire. Ouais. La première concernant ce qu'on peut regrouper sous le chapeau fuite de données, perte de documents, etc. Je pense qu'on est ici une écrasante majorité à utiliser des logiciels professionnels qui utilisent des plateformes de cloud. Et je pense qu'on peut avoir, à tort ou à raison, le sentiment que la question de la protection de ces documents intéresse d'abord et en premier lieu les prestataires, voilà, je pense à Cécile ou à des logiciels comme ça. Est-ce que ce postulat vous paraît fondé? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, ça concerne les coordonnées bancaires, les RIB. Je ne sais pas s'il y a ici des présidents ou des administrateurs de CARPA, mais il y a eu toute une série de recommandations très appuyées de l'UNCAR au niveau national et également relayées par les CARPA locales pour éviter la communication, notamment des RIB CARPA par mail. Et donc, dans mon barreau, la consigne est donnée de ne procéder que par envoi papier, par la case. Je voudrais savoir s'il existe des alternatives. Et pour terminer sur la question des RIB, mais vous avez donné un début de réponse, il y a encore de très nombreux confrères, je crois, qui affichent les coordonnées bancaires sur leurs factures. Cette pratique est-elle à bannir? Voilà. Alors, sur le premier sujet, ça concerne bien sûr nos prestataires, les hébergeurs de manière générale.
mais vous êtes le principal responsable du traitement. Donc, si le sous-traitant, et vous avez l'obligation de vérifier que votre sous-traitant est conforme aux obligations du RGPD et de la cybersécurité. D'ailleurs, il y a une précision que je n'ai pas donnée, qui est qu'aujourd'hui, les obligations légales sont liées au RGPD pour la cybersécurité. Mais vous avez également la possibilité de demander des labels à vos prestataires. C'est l'obligation de se conformer à un certain nombre de règles qui apparaissent dans le Cyber Security Act européen. Donc il y a une liste assez exhaustive qui leur permet d'avoir un label, qui leur permet d'être en concurrence les uns avec les autres. Et ce n'est pas obligatoire, c'est non contraignant, mais ça permet de créer un label. Donc j'ai envie de vous dire, en tant que responsable de traitement, vous avez cette obligation. Vous avez l'obligation de préserver le secret professionnel, et on l'a vu au titre à la fois des codes et du règlement national. Et à ce titre, vous êtes en droit d'exiger de leur part qu'ils justifient des mesures qu'ils prennent et qu'ils sont bien conformes. Sur la deuxième question, oui. Le RIP-CARPA par voie papier, séparé, n'apparaissant pas sur la facture, c'est plus sécurisant. Sinon, en termes d'alternatives, vous avez la possibilité d'envoyer par signature électronique. Enfin, il y a des moyens sécurisés pour transmettre l'information. Les notaires le font très bien, ça. Ils vous adressent en couplant avec tous les systèmes sécurisés de signature l'information que vous réceptionnez et que vous ne pouvez pas transmettre d'ailleurs. Et ils le font coup par coup, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle opération, ils vous l'envoient. Donc il y a des moyens sécurisés. Et notre RIP sur les factures, nos coordonnées bancaires, troisième point, oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pardon, je pensais avoir répondu. Je pense qu'il est préférable de ne pas les mettre. Et de les envoyer et de proposer aux clients, ou alors de faire un envoi séparé. Hein. Il suffit juste de faire l'envoi séparé, mais sécurisé. Voilà. Donc, ils vont mieux faire du paiement online proposé par les fournisseurs, par les prestataires. Ouais. Il va falloir qu'on soit financé par CMB, parce que ça va Donc par les logiciels en fait qui envoient de manière automatique via notre. Alors, monsieur. Oui, madame. J'ai particulièrement apprécié l'exposé et surtout cette image de porte d'entrée que vous sécurisez. Et on parle de la cyberattaque, donc je sécurise. N'oubliez pas les fenêtres. De l'extérieur à l'intérieur. Mais ce que je voulais peut-être rappeler, c'est qu'il est facile aussi d'ouvrir cette porte. Et par l'usage des outils qui sont à notre disposition, je pense surtout aux outils d'intelligence artificielle, des outils ouverts, bon nombre de nos collaborateurs et nous-mêmes sommes en capacité d'utiliser ces outils sans prendre la précaution de sécuriser l'usage de l'outil. J'entends par là que le premier réflexe des jeunes, c'est d'aller sur Google, c'est d'aller sur ChatGPT, et traiter des bases internes. Si on ne sécurise pas l'usage de cet outil, en fait, la donnée qu'on a traitée est exportée. C'est là où j'ouvre cette fameuse porte. Et oui. Ça, je me permets d'attirer votre attention là-dessus, parce qu'il est plus facile d'exporter par incompétence que de verrouiller en fait. Oui. D'ailleurs, ça me donne l'occasion d'expliquer pourquoi ChatGPT peut poser un problème. Parce que ChatGPT, si vous lui demandez une consultation, je ne parle pas de l'exactitude des informations ou pas, je pense que vous savez tous qu'il crée de la jurisprudence tout seul et que ça a posé un problème à un avocat qui est devenu célèbre pour avoir produit de la fausse jurisprudence.
mais il peut y avoir le nom d'un client, les faits d'une affaire confidentielle, d'une consultation ou autre. Et en fait, comme ChatGPT fonctionne en deep learning, ça veut dire que son intelligence artificielle progresse grâce à la mutualisation des contenus. Donc, chaque fois qu'on sollicite ChatGPT, les informations que vous lui communiquez sont traitées et sont mutualisées, je ne sais pas où d'ailleurs, mais en tous les cas, sortent de chez vous. Et c'est le seul moyen, finalement, de permettre à l'intelligence artificielle de progresser. C'est pour ça que ce qui est envisagé, et c'est d'ailleurs ce que vous proposeront des prestataires d'intelligence artificielle, parce que le problème commence à être connu, ils vont vous proposer de mutualiser dans l'enceinte de votre propre cabinet. Ou par exemple de Alta Juris dans son ensemble, ça pourrait avoir du sens, de dire finalement vous avez l'équivalent d'un chat GPT partagé entre vous parce que entre vous vous êtes sûr que l'information mutualisée ne va pas servir à un concurrent ou en tous les cas il ne peut pas y avoir de fuite de ces informations. Mais ça participe d'une absence de prise de conscience de cette nature de problème. C'est-à-dire qu'on pense utiliser un outil. Ça rejoint un des points que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est le téléchargement d'outils qui ne sont pas, j'ai envie de dire, validés par... il me paraîtrait logique, par exemple, que Alta Juris est une liste des logiciels autorisés, avec une version. Vous avez vu, par exemple, que l'absence de mise à jour peut créer des difficultés et des risques. Donc voilà, enfin je fais une petite digression, mais vous m'en donnez l'occasion. Merci. Juste pour la transmission des RIB ou des pièces, il y a beaucoup de confrères qui ne savent pas, mais le CNB en fait a développé un système qui reçoit exactement où il transfère et qui est sécurisé. Et j'oublie de le dire. Ils vont croire que j'ai... Les RIB en n'ayant pas ce risque, absolument. Effectivement, toutes les garants tirent l'attention sur le fait que les RIB... Mais le CNB a fait beaucoup de choses en informatique. Donc en fait, on peut utiliser ça. Oui, absolument. Pour ChatGPT, appliquez tous le même principe, parlez pas aux cons, ça les instruit. Oui. Merci Madame la Bataillère. Je voulais juste savoir si vous pouvez imaginer utiliser le RPVA comme un moyen de communication entre confrères, puisque c'est sécurisé avec cette limite du volume des pièces, pour pouvoir le déconnecter complètement du tribunal. Oui, on l'a envisagé. Le problème du RPVA, c'est qu'en fait, on l'a développé trop tôt. Le RPVA. En fait, il faudrait le remettre par terre complètement et le recréer. Mais avoir un vecteur d'échange uniquement entre avocats, c'est possible, sauf que les avocats ont assez vite besoin soit de transférer, soit d'échanger avec d'autres acteurs, ne serait-ce que d'autres acteurs judiciaires. C'est-à-dire qu'on peut assez vite se rendre compte qu'on est en cercle fermé. Et que ce n'est pas suffisant pour travailler. Et est-ce que ça vous arrive de l'utiliser pour des échanges Moi, non. Non, parce que je trouve qu'il présente trop, ergonomiquement, je pense qu'il y a une marge d'amélioration considérable à envisager, mais on est limité par le RPVJ, il y a plein de contraintes qui expliquent la situation. Mais en soi, ça a été quand même un outil, je sais que globalement on le critique beaucoup, mais ça a été un outil qu'on nous a envié à l'étranger, comme d'habitude, mais c'est un outil qui a permis de véritablement sécuriser à son échelle les relations dans le monde judiciaire. Très bien, merci. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie infiniment pour cette intervention. Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.